Après avoir passé une quinzaine d'années dans les locaux du Technicentre Midi-Pyrénées, là où habituellement était réalisé l'entretien d'autorail, la 241 P9 préservée par la branche locale de la 3ATV s'apprête à quitter la gare de Toulouse-Batabio alors que sa restauration n'est pas entièrement terminée. Les bâtiments qui l'abritent vont en effet être très prochainement détruits pour laisser place à de nouvelles voies destinées à accueillir les TGV de la future ligne à grande vitesse qui reliera en 1 heure au lieu d'un peu plus de 2 la Ville Rose à Bordeaux. Alors, que va devenir cette locomotive ? Combien de temps prévoir encore avant d'espérer la revoir sur les rails ? Où et comment sera-t-elle hébergée à l'avenir ? C'est ce que l'on va voir dans ce nouveau numéro, l'avant-dernier de cette 16e saison. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Ce 28 juin 2024 était une date un peu particulière pour la 241 P9 qui fêtait ce jour-là les 75 ans de sa mise en service au dépôt de Dijon-Périgny, à partir duquel elle est partie assurer des missions sur la ligne impériale en cours d'électrification, notamment en tête du Mistral ou du Train Bleu. Elle appartient à une série de 35 machines qui ont été construites par Schneider au Creusot. Considérées comme les plus puissantes locomotives à vapeur d'Europe, leur performance égalait celle des locomotives électriques de l'époque, atteignant la vitesse de 120 km/h. De nos jours, 4 locomotives de cette série sont préservées. Les numéros 9 à Toulouse, 16, laquelle est exposée à la Cité du Train à Mulhouse, 17, que l'on peut régulièrement croiser en tête de trains spéciaux sur le réseau ferré national, et 30, préservées par l'Ajecta à Longueville, en région parisienne, et en attente de restauration. Le 28 juin 2024, c'est aussi la date à laquelle il était prévu que la 241 P9 aurait quitté potentiellement par ses propres moyens le Technicentre Midi-Pyrénées, la convention liant l'association à la SNCF arrivant à terme à la fin du mois de juin. Oui, mais voilà, la crise sanitaire est passée par là et les travaux ont pris un peu de retard. Il reste un chantier, et pas des moindres, celui du retubage de la chaudière qui est encore à financer et à réaliser. Pour la petite histoire, les premiers engins à être entrés dans les ateliers de ce technicentre étaient des locomotives à vapeur, et c'est une machine à vapeur qui sera la dernière à en ressortir. Dans les prochaines semaines, la 241 P9 va en effet devoir quitter Toulouse, sous peine de se retrouver prisonnière du bâtiment qui l'abrite, car les prochains travaux qui vont intervenir dans la gare Matabio vont avoir pour première conséquence de condamner définitivement les ponts transbordeurs et tournants qui connectent pour quelque temps encore les voies du Technicentre Midi-Pyrénées à celles de SNCF Réseau, par lesquelles elle a encore une chance de pouvoir s'échapper. C'est pourquoi l'accent a été mis ces derniers mois sur les travaux de remise sur ses roues de la machine, qui était restée en levage durant toutes ces dernières années, le temps du démontage minutieux de chacune des pièces la constituant, afin de procéder à leur contrôle et à leur restauration si nécessaire. Ces derniers mois, tous les efforts ont porté sur les opérations de remontage de la machine. On a réussi à la mettre sur ses roues au mois d'octobre 2023. Donc c'était une grande étape qui a permis l'installation de tout un tas d'éléments qui avaient été préparés à l'avance, restaurés. Et maintenant, sur la superstructure, on réinstalle pas mal de mécanismes et d'organes qui ont été préparés et qui sont prêts à être installés. Là, on est sur la partie chaudronnerie. Là, on refait certaines tôles à neuf parce qu'elles étaient vraiment trop abîmées. On voit qu'on va mettre des organes dessus pour le déménagement. Là, ça, c'est la manière la plus commode de les transporter. Typiquement, à la cabine, on en profite pour la fignoler et la mettre en peinture de façon définitive. Là, ça va accompagner la cabine, donc il y aura plus grand-chose. Ça sera vraiment du fignolage. Parmi les bénévoles présents ce jour-là à l'atelier, Patrice s'attache précisément à la remise en place de nombreuses tôles. Ma mission du jour, c'est une mission qui a commencé il y a 3 ans et qui finit maintenant par le remontage des tôles que j'ai fabriquées. Après mise en façon, peinture, et là maintenant je les monte pour le transfert. Et il faudra sans doute les remonter pour l'épreuve finale, mais qui aura lieu dans plusieurs années lorsqu'on fera les épreuves terminales de la chaudière. Alors ces tôles, elles concernent quoi ? Eh bien, les tôles, c'est l'enveloppe du foyer et l'enveloppe de la chambre de combustion. Voilà, on m'a assigné ça comme mission. J'ai appris à souder, rouler, façonner.
et ce n'était pas mon métier. Patrice, qui a donc dû tout apprendre sur le tas, s'est, avec le temps, aménagé un petit atelier dans un coin de l'ancien technicentre. Alors ça, c'est votre univers. C'est mon univers, c'était pas comme ça au début. Au début, je bossais sur des palettes avec une tôle. Et puis des collègues ont récupéré des établis et on m'a donné les moyens de fabriquer les tôles, notamment par le prêt d'une rouleuse, mais qui n'est pas dimensionnée pour tout ce qu'on fait, mais pour ce que j'ai fait était suffisante. Il y a un ami qui m'a prêté une grignoteuse pour faire des trous oblongs. J'ai appris à souder et je sauve des pièces, je fais des mannequins pour pouvoir les fabriquer, les monter. C'est moi qui ai fabriqué le mannequin. Voilà, j'utilise des outils et des tutos tirés d'Internet, 2-3, qui ont notamment d'un Russe qui m'a permis de faire des petites pièces extraordinaires en emporte-pièce au marteau. Et c'était un Russe qui avait publié ça sur Internet. Et après, j'ai vu du shrink et de l'étirement de métaux avec ceci qui m'a permis de sauver toutes ces pièces. Voilà. Que je refabrique complètement à la demande. Vous voyez la complexité, il faut plier, il faut souder, il faut développer. Oui, c'est quand même pas... Voilà, j'ai sauvé toutes les pièces de la machine en partant en récupérant les pièces d'origine sur les tôles. Oui. Et elles avaient souffert, elles étaient complètement corrodées et voilà ce que je refais. Et vous voyez, une pièce comme ça, il a fallu refaire tout. Il a fallu refaire tout le fond et à la soudure, il y a tout ça encore à refaire. Il a fallu refaire tout le fond qui était rouillé. C'est des heures de travail. Oui. C'est de la tôle de 0,8 et j'ai appris à souder ça. La restauration d'une machine à vapeur de ce gabarit est un travail d'une très grande ampleur qui a déjà occupé la petite équipe de la 3ATV Midi-Pyrénées depuis une quinzaine d'années. Vous êtes combien à travailler sur cette locomotive-là? Eh bien, écoute, on a compté à peu près, on dépasse la quinzaine de compagnons assidus tous les samedis depuis 15 ans maintenant. Et je fais partie de ceux qui ont rejoint l'équipe il y a 5 ans maintenant. Et j'avoue que j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à la fois dans l'agréable compagnie des bénévoles et aussi partager la passion d'apporter quelque chose au patrimoine, de partager à la fois le savoir-faire. Tu vois, ici, on refait une pièce, mais c'est aussi l'univers nostalgique de la vapeur, bien sûr, avec l'idée que ça marche un jour. Toi, tu parles de compagnons, hein, quand tu parles de tes collègues. Oui, c'est un peu c'est un label. C'est-à-dire que je trouve qu'on revient à l'étymologie du mot, c'est on fait une route ensemble. Et on apprend des choses ensemble, de la machine, les bonnes, les choses difficiles, les choses compliquées, sur lesquelles chacun évolue, chacun apporte sa part. Je trouve que de cet échange naît, si tu veux, une force de groupe, qui me semble de bonne loi, parce que le projet est ambitieux, c'est rouler sur le réseau ferré national. Donc aujourd'hui, en fonction des standards européens, il faut montrer qu'on est bon. Hein. Dans les toutes prochaines semaines, celles qui suivront la diffusion de ce reportage, la locomotive va avoir une occasion de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre sa prochaine gare d'attache. Pour cette échéance, tout a été minutieusement préparé et contrôlé. Pour s'en rendre compte, je vous propose de passer avec Philippe sous la machine. Je vous amène ici devant l'essieu si particulier Villebrequin, ouais, qui reçoit les bielles intérieures de la haute pression. Donc on a réinstallé, dès qu'elle a été mise sur roue, le travail immédiat, ça a été de réinstaller tous les ressorts de suspension, de tout refixer, de fixer les parachutes du système de suspension et ensuite la tringlerie de freinage. C'est quelque chose qui est assez conséquent. Il n'y a pas, chaque section a une pièce différente. Et les diamètres sont en fonction de la force qui est mise en jeu depuis l'origine des cylindres de frein. Donc ça fait énormément de tringlerie. Toutes les
toutes les bagues ont été refaites. Puis c'est toutes des pièces qui avaient été depuis longtemps passées en magnétoscopie au technicentre de Sotteville, le Catmar, à Sotteville-les-Rouen, de façon à garantir, ça c'est indispensable, ça fait partie du dossier technique et qualité de la locomotive. Là, on est sous la chaudière ou presque. La chaudière commence On un peu plus y loin, est, hein. oui, on y est dessous. Là, on est sous la bande de vidange. Là. Qu'est-ce qu'on refait quand on refait une chaudière comme ça? Là, je vois, il y a toute l'enveloppe. Ça va rester. Ça reste, parce que c'était en bon état, les bonnes épaisseurs, ça a été vérifié. Ce qu'on va refaire, c'est les joints d'étanchéité des trappes de visite. Il y a des trappes de visite qui permettent de la laver, particulièrement dans la double paroi où il y a les entretoises. Pour qu'on puisse la laver, il y a des trappes de visite. Et, il y a les joints d'étanchéité qui seront faits. Sinon, après, à l'intérieur, ce sont les tubes à fumer qui sont à changer, qui se percent. Ouais, donc avec un double système de tuyauterie, parce qu'il y a des surchauffeurs, c'est ça? Donc en fait, vous avez des tuyaux dans lesquels vous mettez des tuyaux. Enfin, oui, c'est ça. On a 143 petits tubes qui sont simplement des conduites de vapeur et d'échange, et 33 gros tubes dans lesquels la vapeur qui est produite à 200 degrés par la chaudière revient dans des espèces de serpentins. Elle est surchauffée à peu près à 400 degrés, sans changer de pression. Donc comme ça, elle est désaturée, elle est sèche et elle permet de conserver ses propriétés pendant tout le cheminement sur les 4 cylindres, enfin les 2 étages de cylindres qu'elle doit parcourir. Pendant qu'on est là près des roues, elles sont parties, ces roues? Elles sont parties en Allemagne, parce que c'est le seul endroit où on peut maintenant les... Alors les roues à rayons, oui, on a perdu la compétence, ça se fait plus depuis longtemps, donc on a perdu et la compétence et l'outillage petit à petit. Donc c'est l'atelier de la Deutsche Bahn à Meiningen qui concentre et qui a l'agrément SNCF pour la révision. On a été du reste les premiers à passer en Allemagne pour la révision des roues à essieu. Oui. Ouais, ça venait de se mettre en place. Il venait d'avoir l'agrément. Quand on les voit là, est-ce qu'on voit le travail qui a été fait, ou est-ce que c'était un simple contrôle, ou est-ce qu'il y a vraiment eu des... Ah non, il y a eu des réparations. Il y a eu des réparations au niveau des amorces là, des rayons. Parce qu'on avait le bogie, qui normalement est l'organe qui guide la locomotive dans les courbes, qui avait pris énormément de jeu. Donc c'est le premier essieu qui prenait tous les coups. Et donc il y a eu 72 fissures à reprendre quand même sur ces essieux. Donc ça a été réparé de façon très professionnelle à Meiningen. Il y a eu un reprofilage aussi et les bandages sont neufs. Ouais. Les bandages, ça s'enfile comme les roues de charrette à l'époque. Et les bandages sont tous neufs. On les voit où là? Vous pouvez nous les montrer? Ici, oui. C'est voilà. Ça, c'est cette partie-là cette partie-là qui est rapportée sur la jante. Ouais. Ici, on a une espèce de jonc d'acier qui permet de le river, en fait, et que ça ne bouge plus. Et ce bandage-là, c'est un peu comme les pneus. Ce qui va faire qu'ils vont rester valides, c'est l'usure. Donc là, on voit qu'on a quand même une belle épaisseur. Voilà, c'est ça. Donc vous avez, a priori, pas mal de kilomètres devant vous qui peuvent être faits maintenant sans risquer de... On voit ici les marquages qui servent à... Si jamais il y avait un coup de frein trop brusque et qu'il y ait décalage, que ça glisse en fait sur la jante. Il y a ce risque-là, effectivement. Il y a un risque là quand il y a un trop gros coup de frein. Ouais. Et justement, plus on a d'épaisseur de bandage, plus on est neuf, moins il y a de risque. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a le minimum, c'est 45 mm là, sur ces roues-là. Au-delà, où il faut déposer. Ouais. Là, vous êtes quand même, je ne saurais pas dire combien, mais vous êtes largement au-delà des 45 mm. Oui, on doit avoir 70. Ouais. Et donc, oui, quand vous passez sous la machine, justement, vous parliez d'une nécessité d'avoir une fosse, c'est pour contrôler notamment ce repère, voir s'il est toujours bien en phase et qu'il n'y a pas de... Vérifier qu'on n'ait pas de lame de ressort cassée. Ouais. On vérifie aussi, pas à ce niveau-là, mais il y a toujours des godets d'huile de systèmes en mouvement qui sont indépendants, où il faut faire le plein. Des opérations qu'il est bien entendu beaucoup plus simple de réaliser quand on se trouve dans un environnement adapté, comme c'était le cas ici dans les locaux de cet ancien technicentre, dont les membres de la 3ATV Toulouse et la 241 P9 ont fini par être les seuls occupants. Avec le déménagement, la question se pose de savoir si ce sera toujours le cas à l'avenir. Alors, il est temps de vous révéler la destination de cette machine. Elle quitte Toulouse pour Carmaux, qui va nous accueillir dans le cadre de la valorisation de son ancien patrimoine minier
Il y a l'ancienne mine de la découverte, il y a le musée de la mine, il y a le musée du verre, il y a la valorisation du viaduc du Viaur aussi. Donc c'est tout un ensemble. Et l'accueil d'une locomotive à vapeur charbon était tout à fait approprié. Donc la communauté de communes du Carmozin-Ségala nous accueille avec plaisir et on les en remercie parce que ça fait vraiment une bonne opportunité pour nous. La SNCF nous a attribué une voie de service avec un bâtiment qui nous permet d'envisager de la logistique et on est en train de prévoir un barnum, un abri-tunnel de la longueur de la locomotive pour l'abriter et y faire un travail suffisamment large pour pouvoir continuer à y travailler dessus en attendant quelque chose de plus définitif. En projet, c'est en face de la gare de Carmaux d'avoir une attribution de 3 voies sur lequel on puisse construire, en collaboration avec la communauté de communes, un bâtiment plus important qui permettra d'abriter la locomotive, toute la logistique, et éventuellement d'autres occupants s'il le faut, parce qu'il prévoit un bâtiment assez grand, un bâtiment photovoltaïque en particulier. Pour ce qui est des délais pour le déménagement, rien n'est à ce jour tout à fait définitivement arrêté. Mais il devrait quoi qu'il en soit se faire dans l'été ou au plus tard d'ici septembre. L'équipe de la 3ATV espère même pouvoir proposer des visites de la machine sur son nouveau site d'accueil à Carmaux pour les Journées européennes du patrimoine 2024. Si vous voulez en savoir plus sur cette série de machines, je vous suggère le précédent reportage que j'avais consacré à la 241 P9, au cours duquel j'étais revenu plus en longueur sur l'histoire de cette locomotive, celui plus récent, réalisé autour de la 241 P16 de la Cité du Train, ou encore un voyage en cabine à bord de la 241 P17 que vous trouverez sur cette chaîne. Pour une telle expérience à bord de la 241 P9, il faudra probablement patienter encore 4 ou 5 ans. Son retour sur les rails pourrait, dans ces conditions, se faire à l'occasion de ses 80 ans.